Imaginez un instant que votre propre maison vous soit louée par un étranger, que votre propre jardin soit exploité par quelqu'un d'autre, et que chaque mois vous soyez obligé de lui verser une partie de ce que vous produisez avec vos propres mains sur votre propre sol. C'est précisément ce que des millions d'Africains ont vécu pendant des décennies, non pas comme une métaphore, mais comme une réalité économique quotidienne. Sauf que quelque chose est en train de changer, et cette fois, c'est peut-être pour de vrai. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification, parce que ce que nous allons décortiquer ensemble dans les prochaines minutes concerne l'avenir économique de tout un continent. Ne ratez aucun épisode. Commençons par une question simple. À qui appartient l'Afrique? À ses peuples? Sur le papier, oui. Dans les faits, la réponse a longtemps été bien plus nuancée et bien plus douloureuse. Depuis les indépendances des années 1960, le continent a arraché ses drapeaux, ses hymnes, ses présidents. Mais l'architecture économique héritée de la colonisation, elle, est restée quasi intacte. Les mines continuaient à être exploitées par des multinationales étrangères. Les récoltes continuaient à être valorisées dans des bourses lointaines. Et les profits continuaient à quitter le continent par avions entiers, pendant que les paysans, eux, s'endettaient pour acheter des intrants. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso. Ce petit pays enclavé du Sahel, souvent décrit dans les médias dominants comme une zone de crise, est en train de mener l'une des expériences économiques les plus audacieuses du continent africain. Et cette expérience mérite qu'on s'y attarde sérieusement, au-delà des raccourcis et des jugements hâtifs. Tout commence avec l'or. Le Burkina Faso est un producteur aurifère majeur, avec plus de 50 tonnes extraites chaque année. Des milliards de dollars qui sortent de son sous-sol. Pendant des années, l'État burkinabé touchait des redevances, pendant que des sociétés étrangères, principalement canadiennes et australiennes, empochait l'essentiel des bénéfices. Le pays fournissait le sol, la main-d'œuvre et supportait tous les risques environnementaux et sociaux. Les actionnaires étrangers, eux, encaissaient. À partir de 2023, le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré a décidé de réécrire les règles du jeu. Les taux de redevance ont été revus à la hausse. Toutes les conventions minières ont été révisées pour imposer une participation réelle de l'État au capital des mines. Pas juste des royalties symboliques, mais une véritable copropriété. Des exigences strictes en matière de contenu local ont été introduites, obligeant les compagnies à recruter burkinabés et à s'approvisionner auprès de fournisseurs locaux. Et une société d'État minière, la Sopamab, a été créée pour prendre des participations directes dans les mines en activité. Le bras de fer le plus emblématique s'est joué autour de la mine d'Essakane, l'une des plus grandes de toute l'Afrique de l'Ouest. Opérée par la société canadienne Yamgold, elle a reçu un message clair des autorités burkinabè. Les anciens accords ne sont plus acceptables. Renégociez ou partez. Yamgold, qui avait observé d'autres entreprises se faire retirer leur licence, a choisi de négocier. Le résultat, des conditions nettement plus favorables au Burkina Faso, est devenu le modèle pour tous les accords miniers ultérieurs dans le pays. Et voilà où l'histoire devient véritablement fascinante. Les revenus supplémentaires tirés de ces renégociations dans le secteur aurifère ont constitué le socle financier qui a permis au gouvernement de passer à l'étape suivante, la reprise en main du secteur cotonnier. Car le coton, c'est l'épine dorsale agricole du Burkina Faso. Plus de 300 000 familles de cultivateurs en dépendent directement. Et quand on intègre toute la chaîne, transporteurs, égreneurs, négociants, fournisseurs d'intrants, ce sont des millions de personnes dont la vie économique gravite autour de cette seule culture. Pendant des décennies, une part significative de la Sofitex, la Société nationale cotonnière, était détenue par Joe Coutin, une firme textile française bien implantée dans les marchés cotonniers de l'Afrique francophone. L'État burkinabé en détenait la majorité, mais des dividendes partaient régulièrement vers des actionnaires français. Quand le gouvernement de Traoré a regardé ce schéma, voici ce qu'il a vu. Une terre burkinabé, une main-d'œuvre burkinabé, des agriculteurs burkinabés portant tous les risques climatiques et économiques, et une société étrangère collectant des rendements sur le dos de tout ce système. Le rachat a été opéré selon un mécanisme légal rigoureux, conçu pour être difficilement contestable devant les tribunaux. Les coopératives paysannes locales ont maintenu leur participation, qui a même été renforcée dans la nouvelle structure. Ce n'était pas un coup de force chaotique, c'était une opération chirurgicale, propre, calculée, et juridiquement blindée. Si cette analyse vous éclaire, pensez à aimer cette vidéo et à la partager autour de vous. Chaque partage aide à diffuser une information africaine indépendante. Pour comprendre Ibrahim Traoré,
Il faut comprendre Thomas Sankara. Quand Sankara a pris le pouvoir en 1983, il avait 33 ans et une conviction absolue. L'Afrique ne serait libre que lorsqu'elle cesserait de dépendre des financements, des conseils et des structures économiques de ses anciens colonisateurs. En 4 ans, il a redistribué les terres, relancé la production alimentaire locale, refusé la dette extérieure. Les compagnies étrangères sont revenues, les accords ont été rétablis. Sankara est devenu un symbole vénéré, mais défait dans les faits. Traoré se présente explicitement comme l'héritier de Sankara. Il voit son action non pas comme une révolution nouvelle, mais comme l'accomplissement d'un projet inachevé, et il n'est pas seul. En septembre 2023, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont officiellement constitué l'Alliance des États du Sahel. 3 gouvernements issus de transitions militaires, 3 voisins partageant les mêmes frontières et le même diagnostic de leur situation historique. Tous 3 ont expulsé les forces militaires françaises. Tous 3 ont fondamentalement revu leurs accords avec Paris. La rapidité avec laquelle tout cela s'est enchaîné a pris la France totalement au dépourvu. Le Mali a repris le playbook burkinabé pour ses propres mines d'or. Le Niger a rompu ses accords d'exploitation d'uranium avec la France. Un coup particulièrement dur quand on sait que la France tire environ 70% de son électricité du nucléaire, et que le Niger alimentait ce système depuis des décennies. Quand Niamey a claqué la porte, le message était sans ambiguïté. Les ressources africaines ne sont plus acquises d'office. Et ce mouvement dépasse les frontières du Sahel. La Namibie a instauré des restrictions à l'exportation de minéraux critiques non transformés. Le Zimbabwe a interdit l'exportation de minerais de lithium brut. La République démocratique du Congo, qui contrôle plus de 70% des réserves mondiales de cobalt, renégocie ses contrats miniers. Des pays différents, des minéraux différents, des tactiques différentes, mais une logique commune. L'Afrique veut garder chez elle une part plus grande de la valeur générée par ses propres ressources. Ce qui rend l'alliance des États du Sahel particulièrement significative, c'est justement la coordination. Ces 3 pays partagent des renseignements sur leur tactique de négociation, présentent un front uni et signalent ensemble que l'architecture économique postcoloniale dans leur région n'est pas à renégocier. Elle est terminée. 3 facteurs expliquent pourquoi ce moment est différent des tentatives précédentes. D'abord, la Chine. Pendant des décennies, les gouvernements africains qui voulaient développer leurs ressources n'avaient qu'une option: le capital occidental. La Chine a changé cela, offrant une alternative réelle qui a brisé le monopole occidental sur le financement du développement africain. Ensuite, la transition énergétique mondiale. Le monde a besoin de lithium, de cobalt, d'uranium, de terres rares, de cuivre en quantité massive. Et une part disproportionnée de ces réserves se trouve en Afrique. Cette urgence mondiale crée un levier inédit pour les gouvernements africains. Enfin, la sécurité. Confrontés à des insurrections actives, ces États ont cherché des partenariats sécuritaires sans conditions politiques, et les ont trouvés, ce qui leur a donné la marge de manœuvre pour prendre des décisions économiques audacieuses, sans craindre une pression militaire immédiate. Mais soyons honnêtes, parce qu'un regard critique est plus utile qu'une célébration aveugle. La nationalisation n'est pas automatiquement synonyme de meilleure gestion. L'histoire africaine elle-même en témoigne. Dans les années 1970, la Zambie a nationalisé ses mines de cuivre. Le résultat, sur le long terme, a été une production en déclin, des infrastructures qui se dégradent et un effondrement progressif. La propriété publique sans institutions solides, sans redevabilité, sans protection contre la capture élitaire, peut simplement déplacer la prédation plutôt que de l'éliminer. L'actif reste dans le pays, mais la valeur finit dans les poches d'un petit groupe au sommet. Il y a aussi une question de fond sur ce que signifie réellement la souveraineté. Expulser la France pour inviter la Russie, renvoyer les Américains pour ouvrir davantage à la Chine, est-ce là de l'indépendance, ou simplement changer de tuteur? La réponse dépend entièrement de ce que ces gouvernements construisent derrière ce rideau de changement. Des ingénieurs formés localement, des entreprises publiques fonctionnelles, des institutions capables de gérer des ressources sans dépendre d'aucune puissance extérieure. Ce travail-là, plus lent, moins spectaculaire, moins propice au discours enflammé, est celui qui déterminera si ce moment historique est un vrai tournant ou simplement un nouveau chapitre dans la longue liste des occasions manquées. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est des gouvernements africains, pauvres selon les standards mondiaux, sous pression sécuritaire réelle, qui font un pari délibéré et coordonné. Le rapport de force mondial a suffisamment changé pour qu'ils puissent affirmer un contrôle réel sur leurs ressources et en assumer les conséquences. Ils ont peut-être raison, l'histoire tranchera, mais une chose est déjà vraie, indépendamment de la façon dont chaque histoire individuelle se terminera. Le cadre a changé. La conversation a changé. Il y a 10 ans,
qu'un petit pays enclavé d'Afrique renégocie ses contrats avec des multinationales canadiennes et rachète des investisseurs agricoles français était tout simplement impensable. Le fait que cela se passe, que cela se regarde, que cela se réplique, est en soi une forme de pouvoir. Les idées voyagent, les modèles se copient. Quand le Burkina Faso renégocie un accord minier et que le pays ne s'effondre pas, d'autres gouvernements prennent note. Quand un pays africain rompt un accord d'uranium avec une puissance nucléaire et que les lumières restent allumées ailleurs, d'autres dirigeants recalculent ce qui est possible. Les pays qui sortiront véritablement gagnants de cette ère ne seront pas ceux qui auront simplement chassé les entreprises étrangères. Ce seront ceux qui auront construit ce qui vient après, les raffineries, les usines de transformation, les universités qui forment les ingénieurs, les tribunaux qui fonctionnent, les institutions qui rendent les entreprises publiques redevables sans les étrangler. C'est là le vrai test. Et il se jouera ou ne se jouera pas dans les années et les décennies qui viennent. S'approprier l'actif, c'est le début. Ce que vous bâtissez avec, c'est l'histoire que ce continent écrira pour les 50 prochaines années. Et elle ne fait que commencer. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous croyez que cette génération de dirigeants africains ira jusqu'au bout, ou est-ce qu'on va encore regarder une opportunité historique se dissoudre? Partagez cette vidéo autour de vous. Aimez, abonnez-vous et activez la cloche. Une Afrique informée est une Afrique plus forte.